Bien, donc bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Je suis très heureux d'accueillir Edwige Lelièvre pour cette intervention. On s'était dit que la dernière fois que tu étais intervenue, c'était en 2014, donc pour un séminaire sur les jeux expressifs. Et donc là, cette fois, ça va être pour nous parler davantage de patrimoine. Art patrimoine. Donc, Edwige Lelièvre est chercheuse au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Et ta particularité aussi, c'est que tu as un peu une double casquette, puisque tu fais de la recherche-création aussi, avec un parcours en art numérique. Et actuellement, tu es lead programmeur également. Donc, c'est une perspective qui nous intéresse particulièrement aussi au CREM, de pouvoir concilier ces initiatives de recherche-création, puisque nourrir à la fois les réflexions scientifiques par l'acte de création et réciproquement, c'est particulièrement riche. Et tu fais partie des personnes qui travaillent dans ce sens-là sur le jeu vidéo. On n'est pas nombreux en France, mais voilà, donc c'est un plaisir de t'accueillir. Et à toi la parole. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, notamment les personnes qui sont à distance, n'hésitez pas à le dire si vous n'entendez pas. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des problématiques liées à l'héritage naturel dans les jeux vidéo. Et donc, j'ai intitulé ça « Des jardins disparus au problème des bananes ». Vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour commencer, je voudrais resituer un petit peu la question de l'héritage naturel. Et pourquoi je parle d'héritage naturel et pas de patrimoine naturel. Il y a une petite subtilité. Alors déjà, héritage naturel, qu'est-ce que c'est ? J'aimerais bien savoir ce que la salle ou les personnes à distance en pensent. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une idée de ce qu'on met dans la notion d'héritage naturel ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à allumer votre micro. Vous n'avez pas une vague idée ? Oh, les chercheurs là-bas, ils vont bien nous trouver quelque chose. Moi, je dirais c'est ce que la nature nous lègue comme patrimoine à conserver peut-être. Alors, est-ce qu'il y a des exemples ? Je ne sais pas, peut-être des types d'arbres, des types de flore particulières, je ne sais pas, qui dépendent d'un écosystème localisé, des choses comme ça, non ? Alors, évidemment, ça compte. Il y a plein d'autres choses. Est-ce que vous avez d'autres idées éventuellement ? Oui ? Peut-être les gènes ? Non, mais c'est bien essayé, mais pour l'instant, c'est pas ce qui est retenu dans la définition. Moi, celle que j'utilise, je vais vous la donner maintenant, c'est celle de l'UNESCO, qui commence à dater, qui date de 72, et c'est plutôt, donc pas forcément les choses qui sont du coup chez les humains ou chez les animaux, même si les animaux font partie, mais ça va être les zones naturelles protégées. Vous allez avoir par exemple la Grande Barrière de Corail, ça c'est de l'héritage naturel. Vous allez avoir des jardins botaniques. Donc là, quasiment tous les jardins botaniques, que ce soit en France et international, vont être de l'héritage naturel. Et après, ça peut être effectivement des éléments naturels particuliers, effectivement des plantes exceptionnelles, des écosystèmes en eux-mêmes, etc. Pourquoi je parle d'héritage naturel et pas de patrimoine naturel ? Alors, si vous voulez aller plus dans le détail, j'ai fait un long post de blog sur cette question en anglais. En fait, tout simplement parce que c'est un calque de l'anglais. C'est pas très utilisé, patrimoine naturel en français non plus. En général, c'est juste que pour traduire heritage en français, on va utiliser patrimoine. Or, c'est pas exactement le même sens. C'est là où il y a une subtilité. Surtout qu'on rajoute un sens patriarcal, en fait. Donc, pour on va dire tout ce qui est monuments, musées, etc., on va parler de patrimoine culturel. Et vous avez dû entendre parler qu'il y avait une petite polémique à ce sujet, avec notamment les journées du matrimoine. Les journées du patrimoine, les journées du matrimoine. Sauf que là, on parle de nature. Et donc, genrer des montagnes, c'est un concept. Concept qui peut être délicat. Or, finalement, du coup, un terme comme héritage est, à mon sens, un peu plus neutre, surtout qu'il n'a pas tout à fait le même sens. En fait, donc héritage en français n'est pas utilisé comme ça, mais heritage en anglais, c'est pas patrimoine en français. Ça a été chargé un peu différemment. Il y a eu une étude de Thibault Le Hégara sur l'évolution de la notion de patrimoine en France.
C'est pas la même histoire que l'évolution de la notion de heritage en anglais. Et donc, si on se retrouve à traduire de manière automatique natural heritage, puisqu'en fait, c'est ça, on se réfère toujours quasiment, quand on travaille sur ce sujet à l'UNESCO, par patrimoine naturel, en fait, on fait une faute de sens. Donc, il faut faire très attention, mais c'est assez mal perçu en France aujourd'hui. Donc, je me permets de le faire parce que, encore une fois, je travaille dans le privé, donc je fais ce que je veux, mais c'est pas toujours très, très bien vu. Voilà. Mais sachez qu'il y a un petit questionnement peut-être à avoir là-dessus. Bonjour et bienvenue. Sur la question, sur une question assez linguistique, hein. Donc, moi, j'utilise plutôt héritage naturel, mais d'autres chercheurs et d'autres chercheuses francophones vont parler de patrimoine naturel. En revanche, chez les anglophones, il n'y a pas de question, c'est natural heritage et c'est tout. Voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet, jeux vidéo et nature. Ça commence à être un petit peu un sujet à la mode. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quand même vraiment longtemps. J'avais étudié un jeu qui s'appelle Versailles 1685, Complot à la cour du roi Soleil, il y a quelques années, qui date de 96, qu'on a des jeux vidéo qui portent sur des monuments, où il y a une grosse reconstitution en images de synthèse. Ça fait déjà donc assez longtemps, hein, quand même. Mais pour l'héritage naturel, c'est quand même vraiment moins le cas. On a moins de choses en termes d'images de synthèse et en jeux vidéo, un petit peu moins. Ça commence, mais c'est pas aussi fort. Moi, je suis arrivée par le travail justement sur ce que j'appelais à l'époque le patrimoine culturel, donc le travail sur notamment les monuments français. Et ce qui est intéressant, et donc on va en reparler, c'est que notre rapport à la nature a beaucoup évolué et les monuments, que ce soit, en gros jusqu'à la période industrielle, étaient quasiment toujours construits en rapport avec l'espace naturel dans lequel ils étaient inscrits. C'est-à-dire dans un paysage et en dialoguant avec ce paysage. Et ça pose un gros problème, notamment pour la reconstitution des 10 monuments, parce que si vous n'avez plus de paysage, et c'est souvent le cas, puisqu'il y a beaucoup de monuments français qui ont perdu leur parc, qui ont perdu leurs espaces autour. Ça peut être même des monuments relativement contemporains. Vous avez la Villa Savoie à Poissy, donc en Île-de-France, du Corbusier. C'est pareil, elle a été construite par rapport à un paysage, par rapport à un espace extérieur qui aujourd'hui est disparu. Ça a été remplacé par des bars HLM, par des pavillons de banlieue. Et on pense qu'on peut comprendre les monuments sans leur espace extérieur, mais en fait, c'est potentiellement une faute de compréhension, surtout à l'époque du Moyen-Âge et jusqu'à la période industrielle, où vraiment la compréhension de la nature était extrêmement différente de la nôtre. Donc, c'est quand même important de s'en préoccuper un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait avec cette nature ? Donc, comment on va interpréter tout ça, sachant qu'il nous manque un morceau, finalement. Mais en même temps, dans les jeux vidéo, par contre, vous allez avoir beaucoup de jardinage et d'agriculture. C'est plutôt un thème qui existe depuis aussi longtemps. On en voit pas mal. C'est assez à la mode, que ce soit dans des gros jeux très populaires ou dans des jeux plus de niche, etc. C'est un thème qui marche bien. Je vais vous donner quelques exemples rapides. Donc, par exemple, Kaiser 3 de 98, hein, c'est de l'agriculture, Farmville, un jeu qui a été extrêmement populaire en 2009. Donc, une vision très spéciale de la nature, mais néanmoins, on avait une vision de l'agriculture spécifique et peut-être que ça vous parle plus, parce que c'est un petit peu plus récent, Stardew Valley. Et également une vision quand même assez spécifique de la nature, hein, puisque quand même, pour développer, c'est un jeu qu'on appelle un peu un cozy game, hein, qui est dans on va dire une pastorale, un plaisir botanique, de retour à la nature, à la petite ferme de province, etc. Mais où pour développer sa ferme, on coupe tous les arbres quand même. Donc, on en est là. Et donc, il y a des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur ce sujet. Moi, je recommande beaucoup Elenda Cheng. Il y a eu un article très bien de Parham et elle en 2017 qui s'appelle Green Computer and Video Games and Introduction. En gros, c'est un numéro spécial d'une revue qui s'appelle Ecozone. Et donc, c'est l'introduction qu'ils ont faite qui est vraiment bien. Et donc, d'après LE, il n'y a pas de volonté d'intéresser les joueurs et les joueuses aux éléments naturels réels. C'est-à-dire qu'on a une volonté uniquement de faire quelque chose de fictionnel. C'est une nature. Ça pourrait être un caillou, ça pourrait être une plante, c'est pareil. C'est juste vert. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Je sais pas. J'ai entendu un cri. Très bien. Donc, ce qui est le détail, c'est que les éléments naturels dans la plupart de ces jeux vidéo, on va dire grand public, hein, vont être des ressources à exploiter.
Donc, vous avez, par exemple, dans Caesar, vous avez des zones de blé naturel. Il faut aller planter son champ et comme ça, vous allez pouvoir récupérer du blé pour faire de la farine pour nourrir votre population. Soit des objets à collectionner. Ça se voit dans beaucoup de MMO. Vous allez collectionner des petites plumes, des petites plantes, etc. Et fondamentalement, on n'a pas un gameplay ultra différent de ce que vous pourriez avoir, que ce soit collectionner finalement des petites boîtes à musique ou d'exploiter des gens. Ce serait la même chose. Et donc, la conclusion que donnent Chang et Parham à l'époque, c'est que ce qui est rare, c'est que les jeux vidéo proposent une éducation à l'environnement et en particulier, ça c'est moi qui rajoute, un travail sur la valorisation de l'héritage naturel, qui est un petit peu plus que juste l'éducation à la nature et à l'environnement. C'est aussi s'intéresser aux objets du passé de la nature et à leur compréhension par rapport à la culture humaine. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des mécanismes de gameplay qui nous permettent d'interagir avec des éléments naturels vivants dans les jeux? Est-ce qu'il y en a? Déjà, est-ce qu'on peut les trouver? Et sinon, est-ce qu'on peut en inventer? Voire en inventer d'autres. Ensuite, est-ce qu'on peut utiliser cette notion, donc l'héritage naturel, pour analyser les jeux vidéo en termes de médiation, de valorisation? Et on va essayer de voir ça à travers un certain nombre d'exemples. Donc là, plus spécifiquement, héritage naturel et jeux vidéo. Et après, je vais vous parler de mon parcours, de comment j'en suis arrivée là. À travers plusieurs jeux, toujours. Donc, les critères d'analyse que moi, j'ai fini par trouver, qui me permettent de voir si on parle d'héritage naturel dans un jeu, c'est les suivants. Et on va essayer de les dérouler après sur différents exemples. Donc, le premier, c'est le thème. Est-ce qu'on va parler de conservation et de protection de la nature? Ça, c'est assez essentiel quand on parle d'héritage. Donc, en français, c'est souvent traduit par patrimoine. Et sur ce point-là, patrimoine et héritage sont relativement proches. Si vous prenez l'anglais heritage et le français patrimoine, ce sera pareil. Est-ce qu'il y a de la conservation et de la protection? Ce serait pareil pour du monument. Ensuite, est-ce qu'on a une volonté d'authenticité de la part des créateurs ou des créatrices? Ça, c'est aussi important. Est-ce qu'on cherche à faire quelque chose qui ressemble? Donc, à la fois dans la représentation visuelle et à la fois dans le comportement. Ça, c'est un peu plus spécifique aux éléments naturels, puisque le comportement des monuments, finalement, c'est moins important. Ça peut quand même, mais c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Alors que pour les éléments naturels, c'est souvent là où le bas blesse, entre guillemets, c'est que vous pouvez avoir une belle représentation, mais par contre, finalement, c'est quand même comme un mur. Et enfin, est-ce qu'on a une éducation à la nature? Donc, il y a 3 façons d'évaluer ces critères. Donc, c'est soit vous étudiez juste le jeu en tant qu'objet en vase clos. Vous regardez le jeu, vous regardez ce qu'il y a dedans, vous dites, bon, voilà, là, il y a des jolies plantes, ça ressemble à des vraies plantes, c'est pas mal. Ensuite, vous pouvez essayer de poser la question aux auteurs et aux autoristes, regardez les notes de blog. Si vous avez accès à des documents de design, du coup, ça vous permet d'inférer les intentions et les objectifs. Donc là, on peut avoir une démarche dite de poétique. Et si c'est de la recherche-création, donc on cherche en partie sur son propre travail, on peut parler aussi d'autopoétique. C'est un peu plus complexe que ça, on pourra en reparler si vous voulez, mais pour donner une idée. Et enfin, la troisième approche, qui est une approche très infocom, c'est l'étude des usages. C'est-à-dire qu'on peut regarder le jeu, l'objet jeu, mais on peut juste regarder ce que le joueur ou la joueuse fait avec le jeu et comment il joue pendant qu'il joue, mais aussi qu'est-ce qui va changer dans son comportement la semaine d'après, le mois d'après, 5 ans après. Donc, ça fait un certain nombre de façons de toucher à ça. On va évidemment pas faire tout ça dans le détail aujourd'hui, ce serait un peu long comme présentation, mais voilà, ça vous donne une idée. Alors, je vous propose de commencer par regarder un jeu qui s'appelle Spring Falls, qui est de 2020. Donc celui-là, il n'est pas trop vieux, et j'aurais besoin d'un ou une volontaire pour venir jouer. C'est pas dangereux. Alors, ceux qui sont à distance, ça va être un peu plus difficile par contre. Donc plutôt quelqu'un dans la salle? Eh bien, un étudiant, une étudiante, allez, viens. Hop, allons-y. Alors, je vais déjà donner ma place. Ça se joue.
a pas beaucoup d'explications dans le jeu, vous le voyez, c'est assez intuitif. Je vous laisse observer un petit peu, je dis rien. Donc, je pense que ça vous donne une idée. Donc, c'est un jeu plutôt de puzzle, hein, où on doit juste déplacer des petits hexagones. Voilà. Donc, c'est un jeu de Eric Billingsley. Et c'est un jeu donc de puzzle plutôt, où essentiellement ce qu'on doit faire en fait, c'est modifier la hauteur du sol pour faire en sorte que les cases, on va dire, de verdure soient adjacentes et amener de l'eau. Et c'est un jeu qui est assez intéressant parce qu'il parle du coup de, et ce qui est très rare dans Farmville, par exemple, une des choses que critique beaucoup Alenda Cheng par rapport à Farmville, c'est que vous avez de l'eau, vous devez irriguer votre sol, mais l'eau est illimitée. Or, quand on s'intéresse un peu à la nature, on sait que le côté illimité de l'eau, c'est un problème. Alors que là, pour le coup, dans Spring Falls, on travaille vraiment sur le fait que l'eau soit une ressource en quantité très limitée, et ça fait partie du principe du jeu. C'est comment on arrose nos petites fleurs perdues dans la montagne. Alors, moi, je ne trouvais pas forcément qu'il y avait un côté héritage naturel extrêmement fort là-dedans, mais je trouvais qu'il y avait quand même une vraie idée d'éducation à la nature, puisqu'il y a cette idée d'éduquer au peu de quantité d'eau. Et en réalité, si vous voulez, vous pourrez aller voir sur le blog, du coup, j'ai publié mon analyse sur mon blog, et l'auteur a réagi en disant qu'en fait, ça correspond à des montagnes avec ces formations géologiques très spécifiques en forme d'hexagone, et il a travaillé à partir de livres de plantes des montagnes pour faire ses fleurs. Donc il y a vraiment un travail sur l'héritage naturel, malgré quelque chose d'extrêmement schématique, géométrique, qui a été fait et qui n'est pas forcément facile à voir quand on joue. Mais lui, en tant qu'auteur, il avait vraiment un travail sur l'héritage naturel. Du coup, commençons un petit peu en parcours. Donc là, c'est pas du tout un jeu sur lequel j'ai participé. Je fais une petite analyse dessus assez rapide. Est-ce qu'on peut considérer que le thème, c'est la protection, la conservation de l'environnement d'une certaine manière? Oui. L'authenticité est plutôt moyenne dans le sens où, au niveau de la représentation visuelle, il y a eu une volonté d'authenticité, mais c'est quand même extrêmement abstrait. Il y a peu de chances qu'après avoir joué à ce jeu, vous soyez capable de retrouver les plantes dans la nature. Le gameplay, en revanche, est plus proche de quelque chose d'intéressant par rapport à l'authenticité, dans le sens où on a vraiment un travail sur le fait qu'il y ait peu d'eau. Et est-ce qu'on a une éducation à la nature proposée par le jeu? Un petit peu, mais c'est vraiment, il faut fouiller quand même. Je ne suis pas sûre que, si on donne ça à un groupe, on va dire, d'enfants à l'école, ils vont trouver les puzzles cool. Est-ce qu'ils vont avoir retenu quelque chose sur la façon dont on arrose les plantes? C'est pas sûr. Hein. Donc, à vous. Du coup, là, on va repartir un petit peu plus sur mes projets personnels pour vous expliquer un petit peu rapidement comment j'en suis arrivée là. Donc, un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, et lui, c'était vraiment à l'époque, j'appelais ça patrimoine, à ce moment-là encore, hein, sur les monuments. La valorisation des monuments, c'était un projet que j'ai fait en 2013-2014 et qui a été en ligne entre 2014 et 2015. C'était un jeu en ligne. Donc, comme c'était un MMO, hein, vous créez votre personnage, vous choisissez sa classe, vous choisissez votre login, et on arrive dans la basilique cathédrale de Saint-Denis. Vous pouvez vous déplacer, en fait, c'est un point and click, un MMO point and click, c'est un peu un concept.
Vous vous déplacez en cliquant sur le sol, ça déplace votre personnage en 3D. Le fond, vous en rendez peut-être pas encore compte, mais en fait, c'est une photo qui a été reproduite, qui est juste dedans et avec un modèle 3D simplifié pour que les personnages puissent aller dedans. Donc après, vous avez des features classiques de MMO, vous avez un chat. Quand vous allez vous rapprocher des différents objets, vous allez pouvoir, on va dire, les examiner de plus près, etc. Et donc, vous avez un système de quêtes. Il y a des énigmes auxquelles il faut répondre pour pouvoir progresser dans le jeu et aller d'un monument à l'autre. Donc, dans les monuments, il y en avait 19. Il y en a comme celui de la basilique de Saint-Denis qui sont majoritairement en intérieur et un petit espace extérieur. Et en plus donc d'avoir ce mélange entre photo et 3D, vous allez avoir des vidéos interactives. Alors très à l'ancienne, même si ça a été remis au goût du jour après, où j'avais pris en vidéo les agents et les agentes des monuments à l'endroit où leur petit personnage était dans le jeu. Donc on les avait refait en 3D pour les mettre au bon endroit. Et c'était des vidéos interactives, il y a des heures et des heures de dialogue, le jeu est beaucoup trop long. Donc, il n'est plus accessible en ligne aujourd'hui, mais pour finir le jeu, il fallait à peu près 40 heures quand même. Donc, ça occupait. Oui, parce qu'il y a quand même 19 monuments qui ont chacun entre 5 et 11 espaces. Et avec beaucoup d'énigmes de quêtes dedans, ça reste extrêmement verbeux. Voilà. Un certain nombre de défauts. Donc, voilà, il y a un exemple de quête. Et donc, les quêtes étaient basées sur une histoire fictionnelle, sur un ancien agent des monuments qui aurait trouvé les portes des légendes, etc., et qui se balade comme ça entre le monde réel et le monde des légendes, et qui passe comme ça d'un monument à l'autre. Et il a laissé son carnet, donc il faut trouver dans le carnet un certain nombre d'énigmes, qui, du coup, répondre à l'énigme et trouver un endroit. Donc, c'est ça qui est un petit peu spécial au niveau du gameplay, c'est-à-dire qu'il faut aller à un endroit spécifique de la basilique, donc, ou du monument dans lequel vous êtes, et taper un mot dans le chat. Donc, c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est pas une combinaison d'objets. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui ont trouvé ça un peu dur, on ne va pas se mentir. Il faut trouver le bon mot. Donc, comme il y a un nombre de possibilités quasi infini, c'est pas si simple. Donc, au début, c'est quasiment écrit dans le texte, mais ça se corse. Bon, on en avait qui étaient un petit peu extrêmes quand même. Voilà. Donc là, vous trouvez la même image que vous aviez dans le carnet. La question, c'était quel est le premier usage de la basilique? Le premier usage de la basilique, c'est que c'était un cimetière, une nécropole. Vous cliquez et vous arrivez dans le monde des légendes de la basilique de Saint-Denis. Le monde des légendes, là, vous avez un effet visuel dessus. Il y avait différents effets visuels. L'intérêt du jeu, ce qui était sympa d'être dans le numérique, dans le virtuel, c'est qu'on a pu donner accès à des espaces qui sont normalement pas ouverts au public. Donc des combles, des espaces dangereux, inaccessibles. Par exemple, au château de Maison, il y avait un espace où on accédait par la cheminée, une trappe dans la cheminée. C'était une pièce qui a été brûlée à l'époque de Voltaire. Enfin bon, des trucs cool qu'on peut pas voir autrement. Donc ça, c'est le truc sympa, parce que sinon, mettre 30 personnes là-dedans, c'est carrément dangereux. Et puis, vous pouvez visiter le Mont-Saint-Michel tout seul. Donc, ça, c'est toujours pas désagréable. Voilà. Donc, on avait un certain nombre de parties comme ça de visites. Et puis, du coup, avec des personnages fantastiques à qui on parle, etc. Donc, à chaque fois, le fait d'avoir des classes différentes, les personnages avaient accès à des indices un peu différents. C'était quand même conçu pour jouer à plusieurs, mais au final, la plupart des joueurs, mais ça, on ne savait pas à l'avance, on préférait jouer plutôt seul. Donc, vous allez me dire, mais où est la nature là-dedans? C'était bien le problème, justement. Bon, ça, c'est juste pour redonner. Donc, les objectifs, c'était faire découvrir les monuments, le centre des monuments nationaux, etc. Donc, dedans, vous aviez le Mont-Saint-Michel. Donc, des choses très, très connues, comme les aliments de Carnac, etc. Et puis, des monuments vraiment moins connus, comme le monastère de Saorge, aussi en Savoie, non, pas en Savoie, dans le sud de la France. Très, très intéressant. Le monastère de Saorge, je le recommande, c'est un bijou. Et voilà, ça a été fait en partenariat avec une petite société qui s'appelle Emissive et le CMN. Mais donc, au final, c'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est que notre nature était assez peu présente. Quand elle était présente, elle était peu animée, elle n'était pas interactive, mais par contre, elle était parfois sujet des énigmes. Parce qu'en fait, justement, c'est en faisant ce jeu que je me suis rendu compte à quel point, pour énormément de monuments, la nature, elle était centrale comme sujet. Quand j'ai préparé mes énigmes avec les conservateurs, les conservatrices, les conférenciers, et là, je me suis dit, là, il y a un truc qui cloche. On n'avait pas prévu ça au départ. Donc, on était coincés. Donc là, par exemple, vous avez les alignements de Carnac. Bon, l'intégration marchait plus ou moins bien, justement, dans la nature. Mais du coup, c'était une image fixe. Alors, on voyait quand même un peu de nature, là, typiquement, pendant les vidéos. Alors, les fées et les corrigans sont des personnages qui
c'est un petit peu fort. Oui, on peut avoir le son, mais pas trop fort. On va le baisser un chouïa. Sont un peu incontournables dans la mythologie bretonne ancienne. Et tous les menhirs, tous les monuments mégalithiques de façon générale ont trouvé des liens avec ces personnages imaginaires dans l'esprit populaire des habitants de la région. Les histoires sont fort nombreuses. On parle parfois de pierres qui se retrouvent ici à Carnac et qui sont les vestiges d'une bataille entre les fées d'un côté et les Corrigans de l'autre, qui s'envoyaient des pierres d'un bout à l'autre du territoire. Et c'est pour ça que les pierres sont plantées dans le sol ici. Ce sont les vestiges, en fait, des projectiles qui s'envoyaient entre eux. Voilà, donc les pierres, hein, la géologie, ça fait aussi partie, bien sûr, de l'héritage naturel. Donc, on en parlait pas mal. Donc, pour vous donner un peu un aperçu... Alors, voilà, ça, c'est un extrait du document, on va dire, de la structure narrative du jeu. Je ne sais pas si c'est très visible pour vous. Peut-être pas des masses, c'est quand même très petit. Mais donc, vous voyez, on passe d'un monument à l'autre. Le premier, c'est la basilique de Saint-Denis. Après, on va à la Villa Savoie. L'énigme entre les deux, le thème, c'est les pionniers de l'architecture. Et par exemple, entre la Villa Savoie et le château de Maison, c'est l'architecture dans la nature. Donc, à chaque fois, j'avais essayé de trouver, on va dire, un thème commun aux deux monuments pour qu'il y ait une logique à ce que ces portes se soient créées. Et par exemple, entre le Mont Saint-Michel et Glanum, qui est un site archéologique helléno-gallo-romain dans le sud de la France, là, c'était sur l'importance de l'eau. Néanmoins, on a eu plein de problèmes. Donc, clairement, en termes de représentation, ça n'allait pas. On avait des images fixes. Les images fixes, je pense que vous l'avez vu, dans la basilique de Saint-Denis, ça ne marche pas trop mal pour le décor. Dans la nature, ça marche moins bien. Donc ça, déjà, on a un problème de représentation. Donc, on aurait pu le faire techniquement, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus lourd. Ensuite, comment on en parle ? Parce que pour les monuments, alors les monuments ont beaucoup évolué aussi. Hein. On a tendance à les représenter aujourd'hui. Ça a été une des blagues qui m'avait dit par rapport à Assassin's Creed Unity à la basilique de Saint-Denis. En fait, ils ont représenté la basilique comme elle était aujourd'hui, alors qu'à la Révolution française, c'était une ruine. Donc les monuments aussi vont beaucoup évoluer. Mais néanmoins, là, le jeu se passait aujourd'hui. Mais du coup, on perd la compréhension de l'architecture. Parce qu'on ne comprend pas l'environnement autour. Le paysage a complètement changé et les éléments naturels aussi. Sachant les personnes qui ont construit ces monuments n'avaient pas le même rapport à la nature. On était sur des gens souvent extrêmement croyants et qui voyaient aussi des traces de Dieu dans la nature. Alors, c'est un site sur lequel je vous parlerai un petit peu plus tard, mais à Port-Royal-des-Champs, c'est un collègue qui est historien du paysage qui a parlé d'une activité qu'avaient les bonnes sœurs et les messieurs qui étaient là-bas, donc des messieurs qui étaient des scientifiques de la cour de Versailles, dont il y avait Pascal notamment. C'était la vestigia, et la vestigia, ça consistait à se balader et en regardant la nature, d'essayer de trouver des vestiges de la création originelle, donc du jardin d'Éden. Donc, c'est un rapport à la nature que clairement, on n'a plus. Donc, il y a un problème technique de représentation de la nature. Il y a un problème que le paysage a changé, on ne sait pas forcément comment il était. Bon, ça, c'est de la reconstitution classique, mais il y a aussi un problème que notre regard n'est plus le même. Donc là, c'est quand même un ensemble de problématiques assez tendues. Et après, comment on propose des interactions intéressantes avec ça ? Bon. Ça vous donne le point de départ de la réflexion. Du coup, je suis partie à travailler sur le projet Vestigia à Port-Royal-des-Champs, qui est un site qui a presque le problème inverse. Alors, je sais pas, j'espère que vous le voyez correctement. Port-Royal-des-Champs, vous avez peut-être entendu parler de Port-Royal à Paris. Donc, c'était l'abbaye fille de Port-Royal qui est dans le sud, Essonne-Yvelines. Hein, c'est plutôt côté Yvelines. C'est dans le sud de Paris, sud-ouest un petit peu. Assez loin quand même. Hein. C'est pas très loin de Guyancourt, de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà. Si vous voulez le situer. Je ne sais pas si ça vous aide. Et donc, Port-Royal-des-Champs, c'était une abbaye avec beaucoup de gens qui étaient... Alors, à la base, c'était des bonnes sœurs, très traditionnalistes, qui a accueilli beaucoup de personnes liées à la Fronde, donc des opposants à Louis XIV. Ça s'est donc retrouvé à devenir une abbaye fortifiée qui a accueilli, malgré tout, le fait qu'il y ait des opposants à Louis XIV, aussi des gens de la cour de Versailles, et notamment beaucoup de scientifiques. Il y a eu un des premiers traités de botanique au monde qui a été fait là-bas. Il y avait 400 espèces de poiriers, notamment. Voilà. C'est possible.
aucune mangeable, a priori. Alors, les poires, c'était plutôt des légumes à l'époque, mais en plus, il y avait beaucoup d'expérimentations qui ne marchaient pas très bien. Donc, c'est un endroit très intéressant, mais comme Louis XIV était assez fâché, il a fait raser l'intégralité de l'abbaye à la poudre. Donc, il n'en est pas resté grand-chose de la grande abbaye de Port-Royal. Donc, il y a eu toute l'histoire des jansénistes. Alors, Port-Royal, c'est un sujet d'histoire énorme. Je vous enjoins à regarder si ça vous intéresse. Je ne vais pas aller dans le détail, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que contrairement à la plupart des autres monuments sur lesquels j'avais travaillé, je suis arrivée là-bas et c'était l'inverse. Dans la plupart des monuments, vous n'avez que le bâti et plus le paysage, plus le parc. Même le château de Versailles, vous avez perdu une très grande majorité du parc. Là, c'est l'inverse. Il n'y a plus que le parc. Qu'est-ce qui reste? Je ne sais pas si vous voyez, ici, il y a une petite pointe là, qu'on voit dans les deux côtés. Donc, il va vous rester la petite butte, qui est globalement la même, mais ça a peut-être eu un tout petit peu d'érosion, mais ça peut être aussi une liberté d'auteur du graveur. Hein. Et l'espace humide qui en réalité a été asséché et remis en eau plus tard, assez récemment. Et cette petite maison-là, qui est peut-être un peu près celle-là, mais le pigeonnier, pourquoi il reste? Parce qu'en fait, le pigeonnier, ça servait pour les impôts. On payait les impôts en fonction du nombre de pigeons dans le pigeonnier. Enfin, le nombre de pigeons correspondait, on va dire, à la surface du terrain. Et donc, forcément, c'est le seul truc qui n'a pas été détruit. Toute logique. Donc, tout le reste du site a été complètement rasé. Donc, on n'a quasiment plus que le paysage. Donc, depuis, il y a eu d'autres bâtiments qui ont été reconstruits. Et en fait, on a retrouvé des ruines de l'abbaye d'avant l'époque de Port-Royal, du XIIIe, des fondations, en fait, qui étaient en dessous, qu'ils n'ont pas vues, qui n'ont pas, du coup, qui n'ont pas sauté, qui étaient plus profondément sous terre, en fait. Voilà. Donc, il reste quelques petites choses. Ils ont reconstruit quelques petites chapelles dedans. Mais globalement, il ne reste de la grande époque du Grand Port-Royal qu'un pigeonnier et le paysage. Et donc, ça, c'est super intéressant aussi en termes de valorisation par le jeu. Donc, on a essayé de travailler avec eux parce que eux, ils avaient des vrais enjeux, en fait, en utilisant le numérique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux faire comprendre cette abbaye super bizarre qui a eu un impact très important dans l'histoire de France. Hein. Aujourd'hui, plus personne connaît. Je pense que, peut-être les personnes plus âgées en ont déjà entendu parler, mais les étudiants, probablement jamais. Alors que, je pense, jusqu'aux années 60, les présidents, dans leur discours d'investiture, parlaient de Port-Royal. Donc, c'est vraiment un endroit important. Et en fait, ça a été un contre-pouvoir monarchique et religieux. Même si, à la base, ils étaient très conservateurs, ils étaient contre l'absolutisme. Donc, évidemment, pour les républicains, ça a eu un sens de se rattacher à eux. Voilà, c'est toute la mythologie autour. Encore une fois, ce n'est pas vraiment le sujet, mais c'est passionnant. Et donc, on n'a malheureusement jamais eu ni le temps ni les sous de faire un gros jeu, mais on a eu le temps de faire un petit atelier. Et on a fait du coup une petite version qui s'appelle Vestigia Songe, sur une semaine, qui est sur le songe de la montagne de l'abbesse Angélique. Donc, une des abbesses fondatrices du coup de la grande abbaye de Port-Royal, parce que celle du Moyen-Âge, en fait, on ne la connaît pas. On a très, très peu d'infos dessus. Donc l'abbesse Angélique raconte qu'elle a rêvé de l'abbaye et du coup c'est suite à ce rêve qu'elle a fait construire l'abbaye. Et donc on s'est basé sur ce songe qui parle beaucoup du paysage en fait et de la nature pour faire ce tout petit jeu. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Ok, parce qu'en fait la question c'est est-ce que je vous fais jouer? Oui. Voilà, je vous montre les images. Parce que sinon, j'ai une démo. Sinon, vous pouvez le récupérer du coup sur Itch. Voilà. Donc, c'est assez basique au niveau visuel. Et vous avez donc la version, on va dire, imaginaire de ce que décrit l'abbesse, de ce qu'était l'abbaye avant. Donc, l'endroit où il n'y avait rien, juste une petite chapelle. Elle raconte qu'elle a vu Dieu, etc. Et après, une version construite qu'on a mis en noir et blanc qui correspond à ce qu'elle rêve que cet endroit va devenir. Voilà. Donc là, on essayait de savoir si on pouvait utiliser la création d'un jeu vidéo valorisant. Donc à l'époque, je parlais encore de patrimoine paysager pour s'approprier le paysage. Est-ce qu'on peut utiliser le jeu vidéo pour développer la conscience paysagère? Et voilà, donc on travaillait là-dessus. Donc ça, c'est un petit peu d'autopoétique. Donc, comme toujours, j'ai travaillé avec on passe pas mal de temps sur le site, on travaille avec les gens qui sont spécialistes du paysage, qui travaillent sur place, comme pour les monuments avec les conservateurs. On écrit une intrigue, hein, et on va décrire différents environnements sur lesquels on va travailler. Donc, on travaille avec des livres de botanique, et voilà. Donc, ça a donné lieu à une publication. Les publications, je vous les redonnerai à la fin, elles sont toutes en ligne sur HAL.
les miennes. Et voilà, donc plus récemment, donc c'était une petite expérimentation Vestigia, c'était un petit peu, on va dire une première approche qui a montré ses limites. On a fait une petite étude des usages quand même dessus, vous pouvez voir la publi. Ensuite, j'ai eu l'occasion de partir en Angleterre pour un gros projet européen sur l'intelligence artificielle et les jeux vidéo. Et moi, j'aurais dit que mon sujet actuellement, c'était l'héritage naturel. Ils m'ont dit, mais c'est super, parce que nous, en Cornouailles, donc j'étais en Cornouailles à Falmouth, je ne sais pas si ça vous parle, c'est la plus grosse attraction de Cornouailles. C'est un truc qui s'appelle The Eden Project. Voilà, je dis, génial. Donc le projet Eden, c'est un jardin botanique très spécial, très spécial, qui a entre 1 à 2 millions de visiteurs par an quand même. Hein. Alors bon, donc je l'ai fait en équipe. Hein. Je vais vous montrer après l'endroit. Donc le jeu c'est quoi? C'est un jeu mobile. Donc vous pouvez encore le télécharger, mais il manque une certaine fonctionnalité puisque plus de financement, donc certaines fonctionnalités sautent, c'est toujours pareil. Donc ça c'est pas, enfin c'est l'introduction du jeu, on va dire la vidéo d'intro. Donc ça correspond au jeu. Donc vous avez un petit jardin, en fait, vous plantez des graines et elles vont pousser. Donc on a utilisé des automates cellulaires pour le développement des plantes. Et l'idée, c'était d'avoir une approche un petit peu moins capitaliste, c'est-à-dire que c'est en pourcentage de plantage, les quêtes de pourcentage de la zone qui est plantée. Et surtout, la partie intéressante, c'est que donc il faut toujours fertiliser le sol avec des nutriments, enfin, des engrais et de l'eau. Mais on n'en a vite plus. Et pour en avoir, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre des photos de vraies plantes. Donc là-dessus, on a intégré une intelligence artificielle qui n'est pas développée par nous, hein, qui s'appelle PlantNet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est assez super. Pour reconnaître la faune, c'est intégré dans le jeu. Et donc, dans le jeu, ça nous donne, grâce à l'API, le pourcentage de certitude qu'on a que c'est une plante ou une autre. Nous, à partir d'un certain pourcentage, on dit c'est bien une plante, ce n'est pas une chaussure, donc on vous donne les points. Et tant qu'on n'a pas plusieurs fois la même... Enfin, si c'est trop de fois la même plante, on donne plus de points pour inciter les gens à avoir plusieurs plantes. On aurait pu aller plus loin là-dessus néanmoins, mais bon, fin de projet de recherche, plus de sous. Il a fallu passer à autre chose, mais ça avait quand même bien marché. On l'a présenté à 2 festivals qui s'appellent Amaze à Berlin et EGX Raised à Londres. Et donc voilà le fameux Eden Project. Si vous n'avez jamais été en Cornouailles, ça vaut le détour. C'est des espèces de bulles hein, qui sont faites, qui ont été inspirées de ce qui avait été prévu pour la colonisation martienne. Vous avez dedans les jardins tropicaux. Mais en réalité, les jardins qui sont en dehors sont aussi très, très beaux. C'est un bel endroit. Et au niveau... Alors aujourd'hui, après le Covid, ils ont pris très cher au niveau financier. Mais quand j'y étais, c'était avant le Covid. Comme il y avait beaucoup de visiteurs, ils avaient beaucoup de sous. Et donc, au niveau médiation scientifique, c'était assez incroyable. Et c'est un endroit qui est assez spécial parce qu'en fait, la plupart des gens en Cornouailles ont le pass annuel, donc ils y vont régulièrement, en fait, comme si c'était un peu un jardin comme ça. Enfin, il y a le côté, la première fois que vous y allez, vous avez l'impression que c'est le Disney du jardin botanique. Mais en fait, plus on y retourne et plus on commence à apprécier parce qu'à l'intérieur, vous avez des endroits, pour simuler l'environnement tropical, vous avez la douche de brume, etc., des trucs très ludiques et aussi la chambre de refroidissement parce que quand vous êtes dans une zone tropicale pendant trop longtemps, c'est assez pénible, donc vous allez vous refroidir pour pouvoir continuer l'exploration. Donc c'est assez ludique, mais en même temps, c'est très bizarre. Et donc, on va venir au fameux problème des bananes. Vous voyez l'intérieur là d'une bulle. Hein. C'est quand même majestueux, c'est immense, c'est très intéressant comme endroit. Donc là, encore une fois, vous voyez un petit peu le jeu. Et donc, PlantNet. Donc, on a demandé aux joueuses ce qu'ils avaient bien aimé. Hein, et donc, ils aiment bien. Le côté croissance, ça marche. Planter, faire croître, c'est bien. Ce qui ne leur plaît pas, c'est que tout meurt. Et ça, c'est un gros problème qu'on avait en termes de game design, parce qu'on voulait faire quelque chose de réaliste, mais on travaillait avec des gens qui faisaient de la botanique. Nos durées de vie, elles étaient accélérées pour que, évidemment, il y avait des plantes qui duraient 100 ans, sinon en durée de vie. Mais du coup, il y avait plein de plantes dont la durée de vie était d'1 an, en 2 minutes, elles étaient mortes. Quoi, hein. C'est la vie, c'est les plantes, c'est normal, ça meurt. Et ben ça marche pas super. Hein. Donc, on avait des problèmes comme ça, il y aurait eu des choses à faire, mais c'est vrai qu'on se rendait compte de certaines limites à notre vision un peu utopiste, hein, qui était quand même relativement simulationniste. Nos modèles de plantes, on les avait fait avec justement les gens du Eden Project. Donc, c'était des modèles de plantes tropicales, mais des modèles de plantes sérieux.
Donc, on avait les données en ce qu'il fallait en nutriments, ce qu'il fallait en eau, et le fait qu'il fallait qu'elle soit à proximité de telle plante pour bien pousser, etc. Tout ça, ça avait été bien codé. Mais sauf que pour les joueurs et les joueuses, c'est pas forcément très fun. Alors, bon, si vous voulez en savoir plus sur l'étude qui a été faite, donc il y a une publication là-dessus qu'on a publiée dans le Journal of Environmental Media. C'est quelque chose qui existe vraiment. Et du coup, essayez de réfléchir un petit peu aux enjeux. Donc, dans Fabulis, si on regarde l'héritage naturel, le thème, c'est clairement pas ça. Même s'il y a la notion de conservation, c'est pas la conservation de la nature. Au niveau de l'authenticité, bon, bah oui, la nature, quand on est dans les vidéos, elle est correcte, hein, c'est une vidéo, mais c'est pas incroyable. Et le gameplay, clairement, rien. Éducation à la nature proposée par le jeu, même si on en parle un petit peu à travers le fait qu'il y a beaucoup de monuments où on va dire c'est un monument qui a été créé dans son environnement, dans son paysage, c'est pas énorme. Donc clairement, pas top. Après, Vestigia, c'est un peu différent. Le thème, oui, c'est la nature, c'est la conservation, c'est la valorisation. Par contre, en termes d'authenticité, on est encore dans une représentation visuelle extra schématique. Et le gameplay est très basique. C'est juste, on clique, les ronces s'en vont. C'est plutôt plus proche du côté un peu métaphysique, hein, presque religieux, qu'on voulait donner. Et l'éducation à la nature, pas tellement non plus, hein, encore une fois. Donc, il y a un certain nombre de difficultés là-dessus. Sur TV, c'est quand même un petit peu plus efficace, puisqu'il y a eu la réflexion entre-temps. Donc, le thème, on est clairement là-dessus. L'authenticité, elle est en partie correcte. Encore une fois, au niveau de la représentation visuelle, on est quand même dans le schématique, hein. Mais le gameplay est un peu plus proche de ce qu'on pourrait avoir en termes d'authenticité, justement par rapport à des chercheurs et des chercheuses en botanique. Et on a essayé de faire de l'éducation à la nature, puisqu'en plus, vous allez avoir le nom réel des plantes, vous êtes incité à aller regarder toutes les plantes autour de vous, etc., avec l'intégration de PlanteNet. Donc ça marchait plutôt pas mal. Mais il y a un certain nombre de biais qu'on a regardé en faisant tout ça. Premier problème qu'on a eu et dont je me suis vraiment rendu compte quand on a réfléchi à Actévis, c'est l'anthropocentrisme. En fait, le premier truc qu'on a voulu faire, c'est mettre des petites têtes mignonnes à nos petites plantes pour savoir si elles étaient contentes ou pas. Et ça, gros problème pour les chercheurs et les chercheuses en botanique, ils n'ont pas tort, c'est l'anthropocentrisme. C'est-à-dire qu'un des problèmes de ce qu'ils appellent le plant blindness, donc l'aveuglement aux plantes, qui pour le coup, c'est des chercheurs et des chercheuses en cinéma qui ont travaillé là-dessus, ça veut dire que c'est des tests qui ont été faits sur des personnes qui regardaient des films, hein. Les gens sont attentifs aux autres personnes humaines, ils sont attentifs aux animaux, mais ils ne voient pas la végétation. Ce qu'on appelle le plant blindness. Et du coup, c'est vachement important quand on fait de la préservation de l'héritage naturel, bien sûr, ce n'est pas que les plantes, hein, c'est aussi le paysage, la géologie, etc. Mais quand même, les plantes, ça compte. Comment on fait pour qu'on s'intéresse aux plantes sans qu'elles aient une tête d'animaux ou d'humains ? Sachant que c'est souvent ça qui est fait dans les jeux vidéo, finalement. On va essayer de les anthropomorphiser. Donc ça, c'est un premier problème. Il faut faire un petit peu attention. Donc, on a essayé de ne pas le faire, mais comment faire en sorte qu'on ait quand même de l'empathie pour ces machins. C'est ça qui est difficile. Alors, une des façons d'avoir de l'empathie, d'après les chercheurs et les chercheuses en botanique, je vous donne tout de suite le spoil, c'est il faut qu'ils souffrent. Ça a l'air très bizarre, mais c'est un peu comme pour les héros et les héroïnes. Si votre petite plante de bureau que vous occupez, que vous mettez de l'eau tous les jours, elle a les feuilles qui tombent, etc., là, tout de suite, votre empathie va s'activer. Vous allez vous dire, il faut que je fasse quelque chose, ma pauvre petite plante. Voilà. C'est pas très drôle, mais c'est comme ça. L'autre point sur lequel on a beaucoup buté, c'est que faire de l'éducation à la nature en étant capitaliste, c'est compliqué. C'est peu recommandé, hein, parce que c'est pas le but de la manœuvre. Et si on est dans une logique de profit et d'accumulation, ce que les gens semblaient vouloir faire à chaque fois, ils veulent accumuler les bananes, etc., et ben, on va exactement à l'inverse de ce qu'on voulait dire au départ. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que sur TV, on est parti sur une logique de proportion du terrain pour telle et telle plante, plutôt que de dire il faut tant de plantes. Donc, c'est plutôt un équilibre, on va dire, entre les différentes plantes qu'on a essayé d'avoir. Ça ne marche pas du feu de Dieu, mais c'était l'idée. Ensuite, et ça c'est le dernier problème de nos fameuses bananes, c'est le colonialisme. C'est-à-dire que les jardins botaniques, notamment les jardins botaniques, le concept de jardin botanique, c'est un concept colonialiste par excellence. C'est on va partout dans le monde, on pique des plantes, on les ramène chez nous. C'est le principe. Et les bananes, c'est encore pire, puisque ce n'est pas seulement un objet, on va dire, de luxe qu'on a exploité, qu'on a mis en valeur pour des raisons scientifiques, parce que les jardins botaniques, c'était quand même dans une logique scientifique avant tout.
c'est aussi que ça a été fait pour une exploitation agricole. À un point, et ce que je ne savais pas, c'est que la plupart des bananes qu'on a ne peuvent plus se reproduire elles-mêmes. Les bananes ne se reproduisent que par plantation humaine. Elles ont perdu leur capacité de se reproduire dans la nature. Donc, on a utilisé les bananes parce que c'était symbolique, parce que c'était connu, parce que c'est une plante qui pousse aussi vite, c'est une herbe, il faut savoir, la banane. Et oui, c'est comme ça, c'est une herbe. C'est pour ça que ça pousse vite. Donc, c'est incroyable. Mais bon, là, pour le coup, en botanique, je n'irai pas trop loin parce que je vais finir par vous dire des bêtises. Mais quand j'ai appris ça, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce monde où on a pris des plantes, on les a amenées ailleurs et on les a tellement fait évoluer qu'elles ne sont plus capables de fonctionner sans nous. Et donc, après avoir fait ce parcours, je me suis dit, il faut que j'arrête de travailler avec les plantes qui sont plus d'ici, qui sont d'ailleurs, il faut qu'on travaille avec les plantes qu'on a chez nous. Et en fait, c'est très dur. Ça veut dire quoi, les plantes qui sont chez nous? Ça fait tellement longtemps qu'on a colonisé le monde, en tout cas quand on est en France, que si vous allez dans votre jardin, que si on regarde dans le couloir, si on trouve une ou deux plantes, là, il n'y a aucune plante dans la salle, hein, mais quand on va regarder une ou deux plantes, et ben, vous allez voir que souvent, c'est des plantes exotiques, les plantes d'intérieur. Et donc, les plantes qui nous entourent, les plantes de notre quotidien, sont des plantes qui viennent de loin. Alors, il y a quand même des plantes qui restent des plantes traditionnelles. Hein. J'avais essayé de travailler pour avoir des plantes, on va dire, traditionnelles de nos climats sur le capitulaire de Willis, qui étaient les plantes qui avaient été recommandées pour tous les domaines de Charlemagne. Donc, Willis, c'était quelqu'un de la cour qui avait dit il faut que toutes ces plantes soient présentes dans tous les jardins des châteaux de l'époque. Parce que les plantes, c'était des simples, hein, donc des plantes médicinales. Voilà, donc, on sait qu'il y avait ces plantes-là qui poussaient bien autour d'Aix-la-Chapelle et globalement dans la région. Donc, ça donne une idée de ce qu'on avait à cette époque-là, qui c'était considéré comme des bonnes plantes. Puis après, il y a toute la question des mauvaises herbes. Alors, on n'appelle pas ça des mauvaises herbes. Il ne faut plus. Il n'y a pas de mauvaises herbes. On appelle ça des adventices. Mais donc voilà, donc les jardins tropicaux, je vous ai parlé du problème des bananes, et puis évidemment le thème qu'on a choisi, la colonisation martienne, mais bon, pour le dire, c'est de moi que je dis ça, donc je me permets de le dire, quels abrutis, vraiment. Qu'est-ce qui nous a pris? On s'est dit c'est une idée super, c'est de la science-fiction, ça va plaire aux gens, mais il faut s'arrêter avec ça en fait. Bref. Et je ne parle pas aussi du dernier problème, le white saviorism, le fait qu'on veut toujours être l'homme blanc qui va sauver tout le monde, en fait, avec la nature. Donc, il y a un certain nombre de problèmes, on va dire, d'ordre éthique à considérer quand on travaille sur les jeux avec la nature qui ne sont pas si légers. Enfin, on peut se poser la question du média en lui-même. Les jeux vidéo, ça n'a pas un coût environnemental neutre, loin de là. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir une connexion entre les jeux et les jardins qui nous entourent? C'est ce qu'on a voulu faire sur TV, un peu plus, hein, avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée surtout, la réalité mixte. Et aussi, alors ça peut-être Sébastien, ce serait une question qu'on pourra discuter. On dit qu'il y a beaucoup de plaisirs de jeu qui viennent du contrôle et de l'illusion de justice. Comment on fait du contrôle sur un truc qui vit, qui meurt et qui fait sa vie, et où justement, si on parle de permaculture, le but c'est de contrôler le moins possible. Les joueurs, ils veulent tout contrôler, les joueuses, ils veulent tout contrôler, c'est ça leur plaisir. Et on leur dit exactement l'inverse. C'est l'inverse qu'il faut faire si on veut faire de l'éducation à la nature. Et comment on joue à l'illusion de justice avec la nature, où ça ne se passe pas tout à fait comme ça, c'est toujours un peu délicat. Et donc, encore une fois, est-ce qu'on peut faire du jeu avec la valorisation de la nature? C'est pas sûr, je ne sais pas. Voilà. Les questions sont ouvertes. Je vous remercie. Merci, Edwige. C'était vraiment passionnant. Hein. Je pense que c'est une thématique qui est assez rare, finalement, hein, comme type de réflexion sur les jeux vidéo, mais je trouve que ça permet de développer en fait deux axes. À la fois, effectivement, la réflexion sur comment on parle de la nature dans le jeu, par le jeu, à travers le jeu, mais aussi comment le fait de parler de la nature dans le jeu, ça nous fait aussi réfléchir sur le médium. Parce que si tu veux bien revenir quelques diapositives avant, quand tu parlais de colonialisme, voilà. En fait, si on prend ça, on a typiquement ce qui est un peu l'archétype de la façon dont le jeu vidéo fonctionne depuis la naissance de cette industrie de façon dominante. C'est-à-dire le colonialisme, hein, c'est quelque chose qui avait été relevé par Klein et d'ailleurs Wisford et De Putter sur le jeu vidéo comme instrument de masculinité militarisée, hein, avec des thématiques dominantes dans ce médium. Et il parlait notamment du colonialisme, hein, qui est effectivement la conquête, les logiques de conquête, de progression, le capitalisme aussi, qui est au cœur de cette industrie, hein, qui
qui est l'archétype aussi du bien néolibéral, etc. Et puis l'anthropocentrisme, c'est très intéressant parce que de fait, la position du joueur, effectivement, le jeu vidéo met l'individu au centre d'action avec une illusion de démiurge très souvent, d'autant plus dans les God Games ou les jeux justement où on doit gérer la nature, hein, on gère la nature, on la laisse pas faire. Et donc, ça pose des vraies questions sur la façon dont effectivement on peut ne serait-ce que parler de la nature dans les jeux vidéo. Et du coup, on voit bien comment dans la plupart des jeux où il y a une nature qui est très présente, eh bien, c'est une nature qui doit être fonctionnelle pour le joueur. Hein. Je sais pas, par exemple, on pense à Skyrim, jeu de rôle où effectivement la nature est très florissante, il y a plein de plantes, mais c'est à chaque fois pour des mises en application, pour le bénéfice du joueur, avec des logiques de ressources, hein, de capitalisation, euh, donc, et peut-être une question, ça serait bon, moi je ne crois pas forcément à la fatalité. Je trouve que c'est intéressant justement cette logique d'empathie parce que forcément, bon, c'est une de mes mathématiques de recherche aussi, hein, de se dire mais finalement comment on peut travailler l'empathie par le jeu vidéo et ça nous pousse à réfléchir à ça finalement en mettant le joueur à la place de la nature peut-être, ou en tout cas en le poussant à y réfléchir de façon poétique ou avec une charge émotionnelle. Et finalement, c'est vrai que très peu de jeux font ça. Mais il y a un jeu qui m'est venu à l'esprit et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses finalement quand on parle de ça. C'est Flower. Parce que Flower, précisément, il me semble qu'il va quand même essayer de développer un rapport plus poétique à la nature. Alors peut-être que si tu peux montrer rapidement quelques images de ce qu'est Flower, parce que tout le monde ne va pas forcément le connaître. Donc un jeu de Genova Chen qui est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce que c'est que l'empathie, le rapport à autrui et la poésie vidéoludique. Et un de ces jeux, justement, consiste à incarner un pétale voilà, de fleurs. Et on doit s'aimer comme ça, au gré du vent, l'ensemble d'un terrain, sans forcément avoir d'impératif bon, on va dire d'exploitation hein, du terrain. Mais c'est vrai que c'est un des rares jeux qui présente ce type de rapport à la nature, mais en même temps, je crois qu'il y a un enjeu fort dans ce que tu as présenté, ne serait-ce que pour la préservation de notre mémoire, de l'héritage naturel, justement, par rapport à ça, hein, et peut-être même à une forme d'éveil des consciences qui est aujourd'hui essentielle. Hein, voilà. Et en même temps, en t'écoutant, j'étais un peu pessimiste parce que je me suis dit, avec ce plant blindness, hein, c'est ça, on peut se dire que fondamentalement, l'homme, du coup, est aveugle à la nature ou l'est devenu, et que ça ne nous encourage pas forcément à réfléchir toujours dans le bon sens à notre rapport d'exploitant de la nature. En tout cas, si on peut trouver des médiums pour inverser la tendance, et pourquoi pas le jeu. Voilà. Donc, voilà, c'était différentes réflexions par rapport à l'ensemble de ton intervention, mais bon, si ça t'évoque quelques idées, juste, il faut que tu penses à ça. Voilà. Oui, je disais, ça m'évoque plein de choses. Donc, forcément, je vais commencer par pas oublier sur le plan de blindness. Alors, on n'est pas complètement tous aveugles à la nature. Il faut savoir que souvent, les personnes les plus aveugles sont les jeunes adultes. Souvent, les adultes un peu plus âgés ont recommencé à jardiner. Et par le jardinage, il paraît que quelque chose qui marche le mieux pour être sensible aux plantes, c'est de jardiner. C'est pour ça que je me suis dit, allez, on va faire un jardin virtuel et on va voir si ça marche. Oui, et juste, je me permets de rebondir. Il faut encore faut-il avoir un jardin à disposition et vivre dans un milieu non urbain. Enfin, je pense qu'effectivement, hein, si on prend l'histoire des différentes cultures humaines, etc., le rapport à la nature fait partie de la culture et peut être très changeant. Mais dans nos sociétés contemporaines, c'est là la question, quoi. Oui, c'est ça. Effectivement, du coup, on voit que le plan de blindness est beaucoup moins élevé chez les personnes. Donc, l'inverse du plan de blindness, c'est le nature awareness, donc la conscience de la nature, entre guillemets, va être plus élevé chez les personnes qui jardinent. Alors, évidemment, chez les personnes dont c'est le métier professionnellement, c'est encore plus fort, mais même quelqu'un qui va s'occuper de sa plante verte à son bureau, potentiellement, va avoir un nature awareness plus élevé que quelqu'un qui ne le fait pas. Et donc, souvent, c'est les jeunes adultes qui ont le moins de nature awareness. Par contre, les enfants assez petits, souvent, sont assez sensibles en fait aux plantes. Donc, il ne faut pas être trop pessimiste non plus, hein, clairement.
Et ce qui est assez intéressant chez les jeunes adultes, c'est que pour le coup, la conscience du changement climatique est très forte, alors que leur plant-based est aussi fort. Alors que chez les personnes plus âgées, la conscience du changement climatique, de l'urgence écologique est moins forte, alors que par contre, leur capacité à voir quand une plante est fatiguée, malade et a besoin de soins, elle va être plus élevée. Donc, bon, il y a différentes choses qui sont intéressantes par rapport à ça. Sur Flower, donc, en fait, on incarne réellement le vent. Donc, je trouve ça assez intéressant pour sortir d'un point de vue anthropocentriste. Et on n'est pas dans une logique capitaliste. C'est extrêmement poétique, c'est très beau. Je pense que là où c'est un peu, ça marche pas totalement pour de l'héritage naturel, c'est qu'on n'a pas du tout de logique d'authenticité. Si on reprend un petit peu les critères, je pense que ça peut être intéressant de les analyser comme ça. Le thème, bon, on parle de nature, mais on ne parle pas vraiment de conservation. Ni de valorisation un petit peu, on met en valeur la nature quand même, puisque c'est le centre du jeu, donc on peut dire à moitié. L'authenticité, la représentation visuelle, ça reste encore une fois assez schématique. Ce serait difficile sans doute de reconnaître une plante de flower dans la nature. Et au niveau gameplay, alors c'est un gameplay qui est hyper intéressant en termes on va dire d'interaction, je le trouve très innovant, mais pas forcément super utile en termes d'héritage naturel. Et en termes d'éducation à la nature, là non plus, pas trop. C'est-à-dire que donc il y a des choses intéressantes et je pense que c'est vraiment, de toute façon, je pense que c'est un jeu qui fait date de toute façon aussi par rapport au flow. Flowers, c'est par rapport au fait qu'on parle de fleurs, mais c'est aussi par rapport au concept de flow, de flux dans le jeu, etc. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment très beau. C'est un jeu qui vaut la peine d'être joué. Il a beaucoup changé, je pense, l'industrie du jeu vidéo même. C'est un des premiers jeux indés, je pense, qui a une belle légitimité, on va dire. Parce que c'est pas forcément celui qui a fait le plus d'argent, mais il a une quand même, il s'en est bien sorti, mais il a une belle légitimité. Il a permis de rendre un peu visible cette partie de la création, donc c'est important. Mais la question de l'héritage, donc c'est vrai que là, on a un peu dérivé sur les questions colonialisme, etc. C'est aussi pour les spécialistes du patrimoine, là, pour le coup. La question de comment notre regard sur la nature a changé. Parce que notre regard sur les monuments a changé, beaucoup aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, les représentations des statues grecques recolorisées. Elles nous paraissent souvent bizarres et moches. Et pas d'époque, parce que finalement, on s'est habitué à avoir une vision du passé qui n'était pas celle-là. Et alors, j'ai un doute sur le nom, je crois que c'est Jean-Clément Martin, non, le spécialiste des couleurs au Moyen-Âge. C'est ça? Merci. Je préfère pas dire de bêtises. On voit qu'on s'est habitué à des images en fait sur certaines périodes qui sont pas, parce que nos livres d'histoire n'étaient pas colorisés, qui étaient sans couleur. Mais alors c'est pareil pour la nature. On n'a pas de couleur, on n'a pas d'animation, on n'a rien. Et donc en fait, on a des représentations du passé par rapport à la nature qui se fait. Là, typiquement sur Vestigia, on est reparti d'un texte, le songe de la montagne, puisque finalement c'était quasiment le plus fort qu'on avait. On est reparti du paysage existant, de ce qu'on avait par rapport à différentes gravures d'époque et d'un texte. Parce que c'était ça qui nous restait le plus. Donc, vous voyez, c'est là où c'est quand même assez délicat. C'est de comprendre pas seulement, quand on parle d'héritage, l'objet tel qu'il a évolué, puisque le paysage, on peut dire au niveau de l'évolution géologique, etc., mais aussi comment notre regard a changé. Et comment ça peut être intéressant pas forcément de reprendre ce regard religieux sur le monde, mais les personnes de cette époque considéraient que tout la création venait de Dieu. Donc tout était bon. Le concept de nuisible est arrivé après, justement. On ne pouvait pas avoir de nuisible si ça avait été créé par Dieu. Donc, le rapport à la nature était forcément extrêmement différent. Le concept de nuisible est arrivé à partir du moment où on a une logique capitaliste d'exploitation de la nature. Et ça, pour le coup, même sans revenir à l'aspect religieux, c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment, je pense, totalement interroger, mais qui n'est pas évident. Parce que quand vous avez des jeux d'agriculture où on est dans une logique pure d'exploitation, vous allez exactement à l'inverse de ce qu'il faudrait dire. Mais c'est pas simple. Donc je pense que il y a des expérimentations à faire, à la fois, ce que je disais, dans le thème, dans le contenu, dans la façon dont on le présente. Il y a beaucoup de choses. Néanmoins, il y a quand même des projets qui ont travaillé sur les écosystèmes. Il y a eu un MMO intéressant fait en France qui n'a pas eu un succès incroyable, mais qui était suffisamment curieux pour être remarqué, qui s'appelle Rhizome. Tu t'en rappelles? Ouais. Ça, vous avez peut-être pas entendu parler? Je crois que Vinci Elzabor fait sa thèse dessus, ouais, tout à fait. Allez. On m'entend là? Parfait, impeccable.
C'est juste, j'en avais déjà entendu parler, mais juste que pour faire une correction, genre je vous ai confirmé sur Jean-Claude Martin, en fait c'est Michel Pastoureau. Voilà. Donc premier point. Et second point, on parle beaucoup, enfin il y a beaucoup de jeux de gestion dont on vient de parler, je crois un petit peu. Est-ce que moi c'est un truc qui m'a un peu intéressé à un moment, j'ai pas encore écrit dessus, j'aimerais bien peut-être un jour. Mais sur la distinction entre au sein des jeux de gestion, un truc un peu récent, c'est la distinction entre les jeux de gestion normaux et les colony builders, qui est une distinction qui est un peu récente, dans laquelle on rentre des jeux comme un jeu de gestion de colonie médiévale, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Est-ce que cette distinction récente, non pas Anno justement, Anno c'est plutôt un jeu de gestion, c'est plutôt historiquement considéré comme un jeu de gestion parce que c'est une vieille licence et j'ai rarement entendu parler du jeu comme ça, qui est un jeu, je retrouvais dans ma bibliothèque Steam tout à l'heure pour vous préciser, mais je sais que c'est une distinction un peu récente sur les deux distinctions. Est-ce que c'est une distinction récente qui vient aussi d'un changement de perception, peut-être que vous avez pu étudier dans votre travail ou pas du tout, ou vous n'avez pas travaillé dessus? Alors, je ne suis pas spécialiste forcément de cette question-là. La question du colonialisme, elle existe et elle a été posée il y a déjà plusieurs années. Ce n'est pas totalement nouveau, mais ce n'est pas parce que c'est posé par les chercheurs que c'est forcément passé dans l'industrie. Le questionnement, par contre, maintenant sur la question du colonialisme, il commence à devenir vachement plus fort dans les studios. C'est quelque chose dont j'entends beaucoup plus parler. La question de la conscience environnementale, elle est vachement plus forte. Là, je travaille dans un studio où je ne peux pas dire ce sur quoi je travaille, mais le projet d'avant sur lequel je bossais, j'étais dans un autre studio chez Gamabilis où on travaillait sur Roots of Tomorrow, qui est un jeu d'agroécologie. Et on a eu des gros problèmes parce qu'on ne faisait pas ce qu'on voulait, parce qu'on avait des financeurs, comme souvent. Mais c'est des vraies questions qui sont posées. À la fois, comment on met dans le jeu, dans les mécaniques de jeu, quelque chose qui est plus correct par rapport à l'environnement, sachant qu'on est dans une simulation agricole. Mais bon, là, on était dans une simulation assez poussée, puisque ça intègre les règles de la politique agricole commune, vous gérez la quantité de lisier et tout ça. Donc, voilà. C'est pas Flower, c'est moins poétique. Vous pouvez le trouver en ligne, il est en pré-accès, donc il n'est pas totalement bien fini, mais Roots, donc Racine of Tomorrow. Voilà, il est en accès anticipé sur Steam. Et c'est un jeu qui restera gratuit parce qu'en fait, il a été financé par des régions françaises pour présenter l'agriculture, mais ils ont un petit peu essayé de faire du greenwashing quand même, et comme c'est eux qui payaient, c'était compliqué. Les régions et puis les interprofessionnels en fait qui ont envie de parler de ça, mais envie de parler de la réalité du métier. Alors c'est des choses dont j'ai pas. En fait, le problème c'est que le NDA est pas levé, donc j'ai pas le droit de faire complètement de dire plus que ce qui a été vraiment publié, mais j'aimerais beaucoup parce que c'est vraiment intéressant les discussions qu'il y a pu avoir avec les financeurs. Je vais quand même dire un truc, tant pis. J'espère qu'ils ne feront pas un procès pour ça, mais par exemple, dans le premier trailer, il y avait un petit cochon qui gambadait à côté de la dame qui tenait sa tablette. C'était juste un trailer comme ça, on se dit c'est rien, c'est un petit cochon qui gambade, ça va faire bien pour promouvoir le jeu. Et les interpros porcines, nous ont sauté à la gorge totalement en disant il ne faut pas qu'il y ait un porc qui court dans la nature, c'est impossible. Si on fait ça, on va nous accuser de greenwashing vu que nos porcs, ils sont que dans des étables. Et donc, ils ont une vraie conscience, en fait, de ce qui leur est reproché. Et du coup, ils ne voulaient pas que dans le jeu, on ait des petits cochons dans les champs parce qu'ils voulaient que ce soit très proche en termes d'authenticité. Donc, c'est intéressant. Voilà. Merci. Deux, trois petites remarques très rapides et une question. Par rapport à ce que tu as dit sur la colorisation, la mise en couleur, moi, je renvoie à un texte d'un livre qui s'appelle « Pour une anthropologie de la surmodernité ou de la modernité » de Marc Auger. Il y a tout un chapitre qui s'appelle « Le scandale du tourisme », où il dit que le touriste, il se trompe, il regarde ce qu'il croit être le spectacle du temps, alors que c'est l'usure du temps. Donc, ça c'est la première chose. Ensuite, un petit point lexical pour aller dans le sens de ce que tu disais, avec ta surprise que les bananes ne se pollinisent, ne se grandissent pas toutes seules. Il se trouve qu'il y a 10 ans exactement, je travaillais avec Vincent Meyer, qui était encore dans notre université, sur un projet avec la Tunisie, avec l'Institut de régions arides. Et dans le cadre d'un livre qu'on a coproduit avec eux, j'ai appris que les bananes sont pollinisées par l'être humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'utiliser la voie traditionnelle qui sont les insectes. Et donc, il y a des gars, c'est surtout des jeunes garçons, qui montent pour polliniser. Et j'ai appris aussi en travaillant avec eux que les plantes
qui poussent dans la nature, ce sont les plantes sauvages. On appelle ça techniquement et scientifiquement des plantes spontanées. C'est pour aller un peu dans le sens de... Moi, je crois que la question que j'ai envie de te poser, la question et les remarques, elles vont s'orienter autour de 3 termes: la reconnexion, l'expérience et la responsabilisation. On a bien compris, pas dans les sciences du jeu, je ne suis pas gamer, je ne suis pas producteur de jeux. Ce qui m'intéresse dans ce que tu montres, c'est la dimension de gamification, c'est-à-dire le fait d'utiliser le ressort du jeu pour quelque chose qui ne soit pas le jeu. Ça tombe bien, avec Gaël, on est dans une équipe qui s'appelle Passage. On n'est pas sage du tout, et on s'intéresse à la transmission. Et le jeu, on peut le rencontrer, mais c'est pas notre point de focalisation, d'analyse. Moi, il me semble que aussi, tu as dit quelque chose de très important au tout début dans la relation au contexte. Et là, je renverrai à un texte qui est très vieux, qui est le code, la charte d'Athènes, pas le code d'Athènes, la charte d'Athènes de 1931, qui stipule les conditions dans lesquelles doit être restauré, conservé le patrimoine architectural. Et ce texte-là, on peut le réutiliser dans d'autres domaines. Et ça montre l'importance du contexte. Et quand on est sur des choses qui sont végétales, qui sont naturelles, le contexte est aussi naturel que le texte lui-même, que l'objet en lui-même. Donc c'est important. Donc ce qui a été défini par cette charte d'Athènes mérite d'être repris, revisité. Enfin, au tout début de l'intervention, tu opposais 2 termes, heritage et patrimoine. Moi, je pense qu'on peut peut-être faire un procès à la langue française, c'est un procès en implicite. C'est que nous, donc, quand on appelle patrimoine, c'est implicite que le patrimoine, c'est quelque chose qu'on doit conserver, qu'on doit transmettre. Alors que l'héritage, on a déjà l'idée de transmission dans l'héritage, puisque l'héritage, c'est quelque chose qu'on va donner et que quelqu'un va recevoir. Donc, il y a ces questions de transmission qui nous renvoient pleinement dans les problématiques de passage. Et je vais finir, et c'est là ma question, c'est sur la notion d'authentique, parce que c'est une question qu'on s'est posée. Et ma question, c'est plutôt une hypothèse. Est-ce que l'authenticité, quand on se saisit du jeu dans une optique de gamification de quelque chose qui n'est pas au départ du jeu, donc une forme de ludicisation, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui serait une authenticité dans l'expérience? On permet à la personne de faire l'expérience. Et là, je te renvoie à quelque chose que tu n'as pas cité, mais que tu aurais pu citer, c'est l'art numérique. Et je pense bien sûr à Laurent Mignonneau et Christa Sommerer, avec, pour ceux qui ne connaissent pas, une magnifique installation qui s'appelle Interactive Plant Growing, où les plantes sont palpables, on peut les toucher, et au moment où on les touche, où on les caresse, il y a un courant qui passe, qui est réceptionné par les racines et qui projette une image. Et donc, du coup, on ne fait pas semblant de jouer comme Miguel Chevalier avec des plantes qu'on recrée, des plantes virtuelles. Là, on est plutôt dans l'interface où l'artiste, mais ça peut être aussi le créateur de jeux vidéo qui peut avoir la même, pas fonction, mais la même finalité, finalement, c'est de responsabiliser, d'alerter le fait qu'il se passe quelque chose. Et au moment où on touche la plante, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se construit, et on va adapter son mouvement avec un projet positif qui est de faire pousser, puisque en gros, dans l'installation, mieux on touche ou plus on touche, et plus des plantes poussent, des plantes artificielles. Et donc, on peut avoir comme objectif de les faire pousser au mieux, et donc d'ajuster le geste, la fréquence du geste, et peut-être aussi de se poser la question, est-ce que ma main est trop humide, trop chaude, trop froide, etc. Et dernière chose par rapport à ça, j'ai une autre référence que je voudrais te soumettre, c'est une référence d'une auteure, je crois qu'elle est allemande ou autrichienne, qui s'appelle Monika Flüdernik. Le texte s'appelle, le livre, je peux te le donner, je l'ai en numérique, Toward a Natural Narratology, où elle parle de narrativisation naturelle. Et je pense que derrière cette expérience, il y a une forme de narration interactive, impliquante, qui amène la personne à peut-être rentrer dans des gestes naturels, mais aussi de rentrer dans une relation naturelle au contexte. Ce qui, d'un coup, évacue toute l'idée d'artificialisation, puisque là, c'est bien l'expérience qu'on met en œuvre. Voilà. Je vais répondre d'abord avant de prendre votre question, si vous voulez bien. Merci.
Merci beaucoup. Du coup, il y a beaucoup de choses. Alors, sur Mignonneau et Samura, je pense qu'effectivement, alors en jeu vidéo, il y a eu une expérience un peu similaire qui a été, qui a été bien médiatisée. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai pas mal entendu parler dans le milieu indé, qui s'appelle Rustle Your Leaves to Me Softly. Il y a un article là-dessus qui évitait d'avoir une. En gros, pareil, vous faites des câlins à une plante, toujours avec le même principe, et elle fait des petites musiques. Et c'est dans l'idée d'avoir une relation romantique avec une plante, par le toucher, en plus avec le côté haptique, etc. Alors, moi, je suis toujours un petit peu partagée par rapport à ça, parce qu'en fait, il y a très peu de plantes qu'il faut toucher. La plupart des plantes, il ne faut pas les toucher. On a la peau grasse, ça bouche les pores des plantes, ça leur fait du mal, il ne faut pas toucher les plantes à main nue. Donc, en plus, il y en a où ça peut être toxique, ne faites pas ça. Donc, je suis toujours un petit peu embêtée, et d'autant que pour moi, ça relève quand même souvent de ce qu'on appelle en jeu vidéo les alternative controllers. C'est-à-dire que plutôt que d'être réellement enfin, il y a des choses très belles avec les alternative controllers, mais moi, je trouve que souvent, c'est un peu gadget. C'est-à-dire qu'on renouvelle on va dire, l'objet d'interaction, plutôt d'avoir un clavier souris, c'est sûr, hein, ça nous remet en cause, ça change l'espace, etc. Ça change le centre d'intérêt. Mais il y a aussi, malgré tout, un problème que, encore une fois, on fait d'une plante un outil. On fait d'une plante un outil d'interaction. Or, la plante, elle n'est pas là, encore une fois, pour nous servir. Et donc, je trouve que c'est toujours un petit peu délicat. C'est ça qui m'embête un petit peu avec ces expériences-là, même si je les trouve cool. Hein. Alors, je crois que c'est Masaki Fujita aussi qui a fait des plantes qui bougent sur des... il les a branchées aussi en fonction de leurs émotions pour qu'elles apprennent à marcher. Il leur a mis des robots dessous. Bon, c'est hyper drôle, mais ça marche pas très bien, mais c'est marrant. Mais c'est pareil, c'est marrant, ça suffit pas en fait au niveau scientifique. Je trouve qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Par contre, je suis totalement d'accord sur les notions de reconnaissance, d'expérience et de sensibilisation. Ça a énormément de sens. Moi, pour le coup, dans ma thèse, je parlais d'expérience esthétique. Je pense qu'il y a vraiment une notion de rapport à la beauté qui, pour le coup, de la beauté de la nature, ne s'est, elle, pas entièrement perdue. On a perdu une partie du sens qui nous liait à la nature, je pense à la révolution industrielle, parce qu'on s'en est éloigné. Et le sens qu'on donne à la nature, qu'on voit une fois par mois dans un jardin botanique, n'est pas le même, ou à la télé, etc., ou dans un jeu, n'est pas le même que quand on travaille tous les jours dans un champ. C'est forcé. C'est pas le même rapport à la nature. On sait aujourd'hui que c'est important qu'on la préserve, mais on sait à un niveau intellectuel, en fait. Donc, on comprend cette idée de ramener du tactile, de ramener du sensible à travers des expériences comme ça. Mais c'est un peu dommage si ramener du sensible, ça veut dire en même temps abîmer la plante et lui faire, pour qu'on ait besoin de ça, c'est très délicat. Hein. J'avais étudié un petit peu les effets psychologiques de compréhension du changement climatique. Il y a une notion qui est très intéressante à mon sens, c'est la notion de locus de contrôle. En français, c'est pas utilisé, hein, c'est locus of control. Je sais pas si ça vous parle. Donc, ça vous parle. Donc, l'idée du locus de contrôle, c'est qu'en gros, la plupart des gens ne sont pas capables de changer leur comportement. Donc, on considère, c'est des études américaines, hein, que 20% des gens seulement, quand on leur parle à un niveau intellectuel de changement climatique, sont capables de changer leur comportement sans qu'on ait fait un impact dans leur locus de contrôle. Et donc, le locus de contrôle, c'est quoi? C'est ce qu'ils considèrent, c'est pas forcément la réalité, mais ce qu'ils considèrent être comme important pour eux, leur famille et leur environnement immédiat. Donc, il y a des grandes chances que les gens s'intéressent au changement climatique s'ils commencent à avoir des effets sur leur quotidien, tout simplement parce qu'on rentre dans leur locus de contrôle en psychologie. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas dans leur locus de contrôle, c'est pas grave. Ils pensent que c'est important, ils vont changer. Mais pour la plupart des gens, ça va être difficile de changer sans ça. Par contre, le problème du locus de contrôle, c'est que ça fait changer les gens, mais pas forcément en bien. Donc, rentrer dans le locus de contrôle des gens, donc les secouer en fait, hein, parce que ça peut être ça l'idée, pour les faire changer, ça peut être une bonne ou une mauvaise chose. Donc, c'est toujours un petit peu délicat parce que c'est vrai que là, quand on parle d'expérience esthétique, de sensibilisation et de reconnexion, on est quand même sur un niveau extrêmement intellectuel. La beauté, tout ça, c'est très bien, mais est-ce que ça suffit pour qu'on arrête de prendre l'avion? Pardon, mais pour moi, l'expérience, elle n'était pas uniquement esthétique, elle pouvait être plastique aussi. Et puis, derrière l'esthétique, il n'y a pas que la beauté, il y a aussi la dimension perceptive et l'émotion qui, indépendamment du beau ou du pas beau, nous amène à être sensibilisés. C'était plus dans cette optique-là.
Oui, je disais, je suis pas psychologue, donc je vais pas trop me permettre d'aller loin sur ces questions psychologiques. Je pense qu'elles sont malgré tout super intéressantes de savoir vraiment qu'est-ce qui nous permet de changer, d'essayer de comprendre une expérience. Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est l'expérience de la beauté? Est-ce que c'est le fait d'être situé dans un environnement par rapport à la nature, en tout cas? Ce qui montrait qu'il marchait pas mal, ça a été fait beaucoup sur les enfants, c'est que leur plan de blindness diminuait de manière assez nette dès qu'ils passaient un jour dans un jardin botanique. C'est tout. Juste un jour, c'est déjà mieux. Après, s'ils y passent tous les jours, forcément, ça va diminuer. Donc, ça va quand même assez vite, hein, en réalité. Et là, il n'y avait même pas d'émotion. En fait, c'était juste le fait d'être physiquement présent dans un lieu avec plein de nature autour. Donc, c'est ça qui est délicat. C'est que là, pour le coup, je ne suis pas psychologue, je ne vais pas me permettre d'aller là-dessus. Il y a quand même des études sur le sujet, mais il n'y en a pas forcément tant que ça. J'avais beaucoup gratté. Et... c'est pas incroyable. Pour les monuments, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était le fait qu'on comprenne le monument, qu'on comprenne ce qu'il avait pu être au fil des âges, qu'on ait envie d'y aller, en fait. Ça, c'était une des choses. Mais aussi qu'on comprenne les gens qui y travaillent. Parce qu'en ayant passé beaucoup de temps dans les monuments, là, j'en ai pas parlé, mais j'avais fait d'autres projets avant dans les monuments, souvent, dans les monuments, les agents sont un peu considérés comme des pierres aussi. Et alors, c'est un peu lié, c'est un peu de notre faute, parce qu'il faut savoir qu'en France, à la Réunion des musées nationaux, donc c'est pas le centre des monuments nationaux, rien à voir, la Réunion des musées nationaux, donc il y a notamment le Louvre, le musée d'Orsay et compagnie, les agents n'ont pas le droit de parler au public. Alors qu'au centre des monuments nationaux, c'est les guides conférenciers, eux, ils ont le droit, ils sont contents de le faire. Mais quand on a pris l'habitude qu'on ne peut pas leur parler, qu'ils n'ont pas le droit de nous répondre, ou en tout cas pas nous expliquer grand-chose s'ils nous parlent dans les musées, on ne prend pas l'habitude de leur parler, et du coup, on fait comme un peu avec la plante blindness, ils sont là, mais on ne les voit pas. Et donc, c'était un peu l'idée qu'on avait essayé de faire dans Ophabulis, et ça a quand même assez marché. Bon, c'était à petite échelle, bien sûr, hein, parce qu'il y a des joueuses qui nous ont dit qu'ils étaient après allés dans les monuments, qu'ils avaient cherché les agents pour voir s'ils les retrouvaient. On va peut-être prendre juste la question d'Enora, parce qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes avant de passer à la prochaine. Oui, bonjour déjà. Oui, je reviens par rapport à ce qui a pu être évoqué sur tout ce qui relève du colonialisme, le white saviorisme, etc. C'est qu'en fait, je vois un autre impact que ce qu'on observe dans les jardins botaniques par rapport à ce qui est de ramener des plantes chez nous. C'est ce qui relève de tout ce qui est plantes invasives, etc. Alors, je n'ai pas le terme exact, mais c'est des plantes ou des animaux qui se retrouvent en fait dans nos écosystèmes et en fait qui bouffent tout, qui détruisent tout l'écosystème. Pour situer, moi je le vois bien parce que je suis originaire de Loire-Atlantique où il y a justement tout un parc marécageux où c'est très présent, que ce soit les écrevisses de Louisiane, les ragondins qui détruisent les bords en plus de la zone marécageuse, et il y a une ou deux algues aussi qui sont très invasives. Et donc, depuis des années et des années, ça descend chaque année la biodiversité dans ce milieu-là. Et c'est très compliqué, du coup, de pouvoir essayer de sauvegarder ces écosystèmes. Et du coup, je me demandais s'il y avait dans tout cet aspect d'éducation en fait, à la nature, au travers du jeu ou même des environnements virtuels, s'il y avait des approches qui parlaient de ça, parce que je me dis que par la destruction de l'écosystème par d'autres plantes, il y avait peut-être une possibilité d'empathie aussi qui peut se créer. Et parce que ça soulève aussi justement les problématiques colonialistes et les problèmes de maintien de l'écosystème auxquels on doit faire face aussi dans le cadre du réchauffement climatique, où il y a de la biodiversité qui diminue de façon générale à cause des actions de l'homme. Et du coup, je me demandais si c'était une approche qui était déjà faite ou si c'était quelque chose qui pouvait être envisageable, et puis voir les problèmes ou les avantages que ça peut avoir. Et je me dis que ça peut être une approche peut-être intéressante. Oui, je pense que c'est effectivement intéressant. Je n'ai pas vraiment vu passer de jeu sur les plantes et espèces invasives. Je pense qu'une des raisons pour laquelle, c'est qu'en fait, les spécialistes de la nature ne sont pas tous d'accord. Pour avoir parlé avec la Ligue de protection des oiseaux, ils ont des problèmes comme ça. Je crois que c'est l'Ipis cendré qui vient d'Égypte, qui fait aussi, qui c'est pareil, qui s'est implanté partout et qui tue les oiseaux qui étaient là avant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va tuer leurs œufs? Est-ce qu'on va les tuer tous? Parce que maintenant, ils sont là, ils sont bien. Et donc, en fait, le problème, c'est quand on fait ça, on joue à Dieu aussi. C'est-à-dire qu'on les a amenés, ils sont là. Effectivement, ils détruisent l'environnement, mais c'est nous qui les avons amenés. Nous, c'est pas nous, hein, on est bien d'accord.
enfin probablement personne dans cette salle, mais si vous voulez, on a quand même ce problème. Et donc c'est vrai pour les plantes, c'est vrai pour les animaux, et c'est très complexe parce que comme on est dans un monde ultra globalisé, on l'a vu avec le Covid, c'est pas parce qu'il y a quelque chose quelque part qu'on peut pouvoir l'enfermer en fait. Et donc, des fois, pour les défenseurs de l'environnement, c'est est-ce qu'on essaye de sauver la diversité à tout prix, en fait, au prix. Et donc, c'était la même chose par rapport aux monuments, c'est-à-dire que typiquement, on avait besoin de logements pour que les gens ne dorment pas dans la rue. Bien sûr, on a pris les parcs pour mettre des logements. C'était une logique de sauvegarde pour les gens. Et d'un point de vue humain, ça se justifie très bien, en fait. Donc, c'est délicat parce que là, je ne pense pas que ce soit forcément à des chercheurs et des chercheuses de jeux vidéo de répondre à tout ça, mais je pense que c'est des expériences qui peuvent être intéressantes, ne serait-ce que d'un point de vue purement spéculatif. Qu'est-ce que les joueurs et les joueuses choisissent de faire s'ils ont ce dilemme éthique-là? En fait, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Est-ce qu'on va tuer les ibis? Est-ce qu'on va les tuer dans les arbres? Est-ce qu'on va juste tuer leurs œufs? Est-ce qu'on va les modifier génétiquement pour les rendre stériles? Ou est-ce qu'on les laisse détruire l'écosystème? Non, mais je pose la question parce que c'est vraiment ce qui a été fait pour d'autres espèces. C'est ça, mais ça a été fait auparavant. Quand il y a eu les aventures de lapin, on leur a donné la mixo. Enfin, bref. Donc, c'est une version, encore une fois, assez violente, militarisée, presque, de la protection de l'environnement, mais qui est pour autant... on a tellement fait de dégâts, comment on les limite? C'est toujours ça. Donc, j'ai pas forcément de réponse définitive. Je pense que ça peut être des expériences tout à fait intéressantes, que ça peut être une piste intéressante. Après, c'est pas des questions faciles du tout. Je suis désolé, on va devoir arrêter là. Parce que... et Anora, si tu parles, on t'entend pas là, du coup. Oui, je disais pas que c'était évident comme approche. Je vois bien qu'il y a plein d'éléments qui justement posent problème. Après, comme approche, ça peut être aussi partir d'un écosystème, on va dire, qu'on a de base et de montrer en fait ce que ça fait quand on vient ajouter un élément d'un autre écosystème et peut-être voir justement de ce côté-là pour la réduction, voir l'impact. Je sais pas, c'est des idées et donc voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est vrai par rapport au plan de blindness, à l'âge aussi des personnes qui ont davantage de plan de blindness et puis l'âge des joueurs, on voit bien que le jeu vidéo peut servir justement peut-être de modèle aussi de simulation. En tout cas, c'est une de ses vocations. Et puis en réfléchissant entre les liens entre jeu et éthique, là, il y a quand même beaucoup à faire et je pense que voilà, tu as lancé une voie, en tout cas, de réflexion qui permettra d'approfondir l'ensemble des questions qui nous animent très souvent quand on réfléchit au jeu au crème. Voilà, merci beaucoup encore.